Au début des années 30, les gares Jean Talon et Windsor à Montréal sont les points de départ pour les gens qui désirent vivre des aventures de plein air. La région des Laurentides devient une destination tellement populaire que les autorités du Canadien national et du Canadien Pacifique ont mis en circulation tous les samedis et dimanches de la saison hivernale des trains destinés uniquement au transport des skieurs. Grâce aux archives cinématographiques du Musée du ski des Laurentides, montez à bord des trains de neige et vivez, l'espace d'une journée, la magie des Laurentides d'autrefois. Les trains de neige ont débuté en 1928-1929. C'est que depuis que le train est arrivé à Sainte-Agathe en 1892 et à Saint-Sauveur à peu près la même année, il y avait beaucoup de skieurs de Montréal qui étaient tannés de skier sur les petites côtes du Mont-Royal. Alors, qui prenaient le train et qui s'en venaient skier, surtout les samedis et dimanches. Et c'est devenu de plus en plus populaire, de plus en plus de monde. Et c'est alors que celui qui était président du Canadian Ski Association, Percy Douglas, a rencontré le président du Canadien Pacifique et celui du Canadien national. On devrait organiser des trains le samedi et le dimanche qui seraient dédiés spécialement aux skieurs. Une fois l'idée lancée, on l'a commencé. D'ailleurs, du côté ouest, on avait un train, c'était le Canadien national, qui partait de Montréal, qui arrêtait à Saint-Sauveur, qui arrêtait à Montréal, qui arrêtait à Montfort. Et du côté est, on avait le Canadien Pacifique, qui, lui, arrêtait d'abord à Shawbridge, puis à Mont-Roland, et puis à Sainte-Marguerite Station, puis à Val-Morin, Val-David, jusqu'à Sainte-Agathe. Ce qui veut donc dire que c'est devenu très, très, très populaire. Mais pourquoi ça devenait tellement, tellement populaire? La première raison, c'est que, voulez-vous, les trains de neige, ils arrêtaient près d'une gare. Et habituellement, près d'une gare, il y avait des montagnes de ski, il y avait des sites de ski. Deuxièmement, deuxième raison, c'est qu'on pouvait partir de Montréal le matin, skier toute la journée et revenir le soir à Montréal, coucher à la maison. Mais par contre, ceux qui voulaient allonger leur séjour pouvaient, eux, coucher le samedi soir dans les Laurentides et revenir le dimanche soir simplement. Une autre chose très, très importante, c'est que les prix n'étaient pas tellement élevés. Et finalement, c'est qu'au lieu de mettre les skis dans le wagon à bagages, on les mettait dans le même wagon où les skieurs embarquaient. Alors, ce qui veut dire qu'ils arrivaient sur place, le ski était là, on pouvait descendre, on pouvait commencer à faire du ski. Alors, tu sais, tout ça, ça explique, si vous voulez, la popularité que les trains de neige ont eue. La majorité des personnes qui empruntaient les trains de neige au début, c'était des anglophones. Parce qu'il faut savoir que le ski à Montréal avait commencé autour de l'Université McGill. Mais peu à peu, les francophones aussi ont dit, tiens, c'est intéressant, on peut aussi monter dans le Nord, on peut aussi faire du ski. Alors, tranquillement, les francophones ont fait comme les anglophones et sont venus des clients réguliers. On retrouvait près de chaque gare, habituellement, une destination de ski. Il y en a beaucoup qui arrêtaient à Shawbridge. Pourquoi Shawbridge? Parce que Shawbridge, c'était la première gare qui était près d'une station de ski, qu'on appelait la Big Hill. Donc, on avait simplement à traverser le pont et on arrivait à la Big Hill. Et là, à la Big Hill, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ce qui est intéressant à la Big Hill, c'est qu'il y en a qui pouvaient simplement monter en ski et redescendre. Ça, c'est ceux qui
était plutôt prudent. À partir de 1932-1933, on a eu à la McGill un monte-pente à câble. Un monte-pente à câble qui avait été inventé par Foster et ou Maurice Pocket. Bon, donc là, on pouvait monter vite. Ça veut dire que ça prenait quelques secondes et puis on pouvait redescendre. Donc, on n'avait pas 30 minutes de montée pour 2 minutes de descente. On organisait aussi, pour ceux qui étaient un peu plus habiles, des courses de slalom avec des poteaux, mais pas des poteaux comme aujourd'hui. On prenait des branches d'arbres puis on plantait des branches d'arbres. Et aussi, finalement, il y avait, en plus de ça, ceux qui aimaient faire, si vous voulez, se promener en forêt, pouvaient être autour de la McGill, il y avait des pistes. Et c'est là, à un moment donné, qu'avec les montes-pentes et avec la montée ordinaire, on a commencé à faire une différence entre le ski de fond et le ski alpin. Donc, si vous voulez, ça, c'était à Shawbridge où on pouvait, à ce moment-là, pratiquer toutes les différentes formes de ski. Mais ça, on pouvait le faire ailleurs aussi, mais Shawbridge, c'était très populaire, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'était un des premiers endroits. On peut reconnaître 2 types de ski de fond. Il y en a qui faisaient juste du ski sur des pistes autour, puis, bon, faisaient une petite piste, puis revenaient, etc. Mais il y en avait qui étaient plus courageux. Il y en avait qu'eux autres, ils attendaient, puis ils partaient pour une journée. Ils partaient très souvent avec, par exemple, un guide comme Jack Rabbit. Et là, on partait pour la journée. Ça veut dire que le matin, très, très tôt, on partait. On empruntait des pistes déjà tracées, et aussi, des fois, on faisait du hors-piste. Mais pour partir une journée, il fallait s'apporter de la nourriture. Alors, on arrêtait, on faisait un feu. Dans la neige, on faisait un feu. Et on arrêtait pour manger. Et on continuait. Et tout à coup, à un moment donné, si on avait soif ou on voulait se reposer, bien, il y avait bien, à travers les montagnes, quelques maisons. On arrêtait et puis, bon, on prenait de l'eau, on se reposait, puis on continuait. Et habituellement, on revenait à l'endroit d'où on était parti. Mais il y en avait des fois qui ne revenaient pas au même endroit, ils revenaient plus loin. Or, qu'est-ce qui arrivait une fois qu'on avait fait ça? Bien là, quand il avait fini la journée, bon, on était revenu et on avait fait plusieurs kilomètres en ski de fond à l'intérieur de la forêt des Laurentides. Là, on a parlé des groupes, mais il y en avait qui étaient un petit peu audacieux. Ils partaient tout seuls. Ils partaient tout seuls, en solitaire, et souvent, ils faisaient du hors-piste. Mais disons que c'était plus ou moins populaire, parce que s'il arrivait quelque chose, si tu tombes, si tu te brises une jambe, tu es pris dans le bois. Mais il y en a quand même qui aimaient ça, eux autres, se sentir calmes dans la forêt et pouvoir se promener tranquillement comme ça. Alors, si vous voulez, on avait les 2 types de skieurs. Jusque dans les années... Au début, si vous voulez, les trains de neige allaient jusqu'à Sainte-Agathe. Mais à un moment donné, ils sont allés, il y en avait un qui se rendait jusqu'à Tremblant. Mais il faut dire, attention, là, on est entre les années 32 et 39. Et à ce moment-là, il n'y a pas de remonte-pente à Tremblant. Ça donc dire, ceux qui allaient à Tremblant, ils arrêtaient à la gare de Tremblant. Il fallait qu'ils se rendent à pied ou en carriole jusqu'au pied de la montagne. Et là, il fallait monter. Et ceux qui connaissent Tremblant, c'est pas facile. Même, on se mettait des pots de phoque en dessous des skis pour empêcher de glisser, de revenir en arrière. Et rendu en haut, bien, ceux qui connaissent Tremblant, il y a toujours du vent. Mais une chance qu'on avait fait une cabane, que Jack Rabbit, avec des gens de Grey Rocks, avait construit une petite cabane en haut. Là, on pouvait se réchauffer en haut, mais on restait pas trop longtemps. Et là, on descendait. Mais imaginez-vous pas que les pistes étaient larges comme aujourd'hui. C'était des pistes très étroites. Et il fallait être de très bons skieurs. Alors, donc, il y en a qui préféraient ça, c'est-à-dire aller à Tremblant. Et là, c'était vraiment le défi. Et très souvent, c'était des clubs comme le Redbird Clubs ou le club de Saint-Jovite qui, ces skieurs-là, aimaient ça, aller skier à Tremblant.
savez, une journée de ski, il faut la finir. Et très souvent, on reprenait le train le soir. Soit qu'on le prenait à l'endroit où on était débarqué le matin, ou on le prenait plus loin. Selon qu'on est allé en ski de fond, on pouvait le prendre plus loin. Très souvent aussi, quand dans un train, il y a quelqu'un qui montait avec sa musique à bouche, ou avec une guitare, ou avec un accordéon, ah ben là, le party prenait. Et très souvent, tous ceux qui étaient encore en forme se ramassaient dans le même wagon. Et là, on chantait, et même on se promenait d'un wagon à l'autre en chantant, en dansant. Mais il faut dire qu'il y en a aussi qui apportaient un petit Mickey, comme on dit, là. Les petits Mickey, dans ce temps-là, c'était très populaire, parce que ça se prenait bien dans une poche. Fait que là, donc, vous avez tous ces genres-là, et finalement, habituellement, le soir, tout le monde revenait à Montréal fourbu. Mais ça montre comment, dans le fond, là, une excursion en ski dans les Laurentides, c'était quelque chose d'intéressant et qui permettait à la fois de faire du sport, rencontrer du monde et socialiser et avoir un party. Les trains de neige, vous savez, ils ont été très populaires entre 1928 et 1939. En 1939, on calcule qu'il y avait eu, durant l'année, 110 000 skieurs qui avaient emprunté les trains de neige du Canadien Pacifique seulement. Mais 1939, qu'est-ce qui arrive? La guerre. Or, à ce moment-là, l'armée a nullisé, si vous voulez, toutes les locomotives, et les trains de neige ont été obligés de s'arrêter. Pendant la guerre, il n'y en avait plus de trains de neige. Après la guerre, on a voulu ressusciter les trains de neige. Mais il s'était passé 3 événements importants. D'abord, on avait commencé à partir des années 32-33 à faire du ski alpin. Oh, donc, à ce moment-là, il y en a qui faisaient juste du ski alpin. Aussi, dans les années 45, la route 117, la 11 à l'époque, on la déblaye l'hiver. C'est la voirie provinciale. Et l'automobile devient de plus en plus populaire. Alors, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient venir en automobile parce que là, on était beaucoup plus libre. Il ne fallait pas partir à telle heure puis revenir à telle heure. Et finalement, bien, tout ça, ça a fait que les trains de neige ne sont pas repartis après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu quelques tentatives, de temps en temps, qu'on a essayé de se reprendre, par exemple, entre les années 79 et 81, mais on s'apercevait que les trains de neige, c'était quelque chose du passé qui a vécu comme l'espace des roses, comme les roses vivent l'espace d'un moment.